Merci à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les enjeux alimentaires à Paris pendant la Première Guerre mondiale. Donc, j'ai centré mon exposé sur Paris, mais en essayant aussi de vous donner des éléments pour comparer avec ce qui se passe par ailleurs dans les grandes capitales en guerre, Paris, Londres, Berlin. Des éléments de comparaison aussi avec ce qui se passe d'une part dans les pays alliés, dont Paris fait partie, et dans les puissances centrales, Allemagne, Autriche, Hongrie, parce qu'évidemment, dans les logiques de conflit armé, on est dans ces logiques d'opposition où les enjeux alimentaires, c'est pas seulement lié à la capacité à nourrir sa propre population, mais ce qui est important, c'est le différentiel avec l'ennemi, c'est-à-dire tant qu'on réussit à nourrir mieux sa population que l'ennemi, on a davantage de chances de gagner. Bon. Alors, je vous ai mis ici une photographie que j'aime beaucoup. C'est une photographie des Halles de Paris, du carreau des Halles de Paris en janvier 1916. C'est une photographie d'Emmanuel Mas, qui travaille alors pour le service photographique des armées, qui a cette capacité à saisir, en fait, qu'à l'œil du photographe, et où vous voyez ce carreau des Halles avec un soldat dont on ne sait pas s'il fait des achats pour l'armée, pour son propre compte, mais on se rend compte qu'il y a quand même un marché des Halles qui est relativement bien achalandé. Alors, c'est dur de dire à grande échelle, mais il y a une offre de produits divers, pommes de terre, carottes, au premier rang. Et ça, c'est un type de document qui m'intéresse justement quand on va le confronter avec ce qui se passe au même moment en Allemagne. Alors, pour poser les choses un peu plus largement, évidemment, les périodes de conflits armés, ça a toujours été des périodes de tensions alimentaires, de crise alimentaire potentielle, pouvant aller jusqu'à la famine. C'est tout le lot des conflits armés, non seulement jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais avant, bien sûr. Affamer l'ennemi a toujours été un des objectifs de la guerre de siège depuis l'Antiquité, avec cette idée que affamer l'ennemi, c'est un des moyens d'obtenir la victoire par sa reddition. Alors, d'une certaine manière, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale ensuite, elles se situent exactement dans la même logique, si ce n'est que désormais, on va se situer dans des logiques de guerre de siège, mais à grande échelle, en fait, à échelle européenne, voire mondiale. Je vous le montrerai tout à l'heure à l'aide d'une carte, puisque dans le cadre de ces guerres mondiales et surtout totales, il s'agit non seulement pour les pays en guerre de réussir à nourrir leurs armées sur le terrain, mais aussi à alimenter les civils, l'arrière-en-guerre, puisque la capacité à gagner le conflit, elle repose aussi sur ces civils dont on a besoin dans les champs pour produire, dont on a besoin dans les usines de guerre pour produire les munitions qui sont nécessaires sur le terrain militaire. Alors, dans cette logique de mobilisation pour l'effort de guerre, évidemment, en matière d'alimentation, il y a deux enjeux qui sont toujours imbriqués. La question quantitative, c'est-à-dire ne jamais descendre en dessous d'un certain seuil de calories qui rendrait impossible toute survie. Et par ailleurs, un autre enjeu qui est celui de la question du goût, la question de la qualité de la nourriture, qui va être une question très sensible dans certains pays comme la France, y compris quand ils arrivent à assurer la calorie. Parce qu'il y a certes des calories, mais est-ce que c'est les mêmes produits qu'on mange, le même goût que ce qu'on mangeait avant-guerre ? Alors c'est une question la question de la Première Guerre mondiale, elle est assez particulière parce que on parle assez peu des enjeux d'alimentation pendant ce conflit, parce que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale a complètement écrasé la mémoire de la Première Guerre mondiale, puisque pendant la Seconde, vous avez eu des logiques de pénurie liées au pillage total des ressources à l'échelle de l'Europe qui avait été mis en place par les nazis, et puis les logiques de famine aussi à grande échelle, organisées dans les camps d'extermination, mais aussi organisées dans les pays occupés par l'Allemagne à travers le pillage. Et donc cette mémoire des privations a beaucoup occulté ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. La faim est, dès avant le premier conflit mondial, une arme. C'est une question qui se pose de manière importante pendant la Première Guerre mondiale. Alors, est-ce que je vais réussir à m'en sortir de ce truc ? Ah oui, pardon, c'est juste, je vais trop vite. Voilà. Alors, ce qui se passe à Paris, c'est que il y a, dès l'entrée en guerre en 1914, la résurgence de la mémoire de la famine de la guerre franco-prussienne de 1870-1871, où le siège de Paris
réussie par les Prussiens avait été une des conditions finalement de la victoire des forces prussiennes face à la France. Et les mesures prises par la municipalité parisienne avaient été très tardives, avaient mal fonctionné, mal organisées, et effectivement, la population parisienne avait fait face à une situation de famine généralisée qui les avait réduites donc à des queues, la queue devant les magasins d'alimentation, les boulangeries, les boucheries municipales, et aussi à la mise en place de tout un imaginaire de la pénurie qui s'est traduit par exemple dans ce type de représentation ici, le dépeceur de rats qui date de 1870, et c'était une réalité des conditions de vie à Paris pendant la guerre franco-prussienne, pendant le siège, que la population a dû se résoudre à consommer ce qui était disponible, les chats, les chiens, les rats, et toute une mythologie qui s'est construite aussi, vous en avez peut-être entendu parler, autour de la consommation des animaux du jardin des plantes, alors qui est surtout très symbolique, vous vous rendez bien compte que ça ne suffit pas à nourrir toute la population parisienne, mais c'était le symbole finalement de cette mobilisation, de l'inventivité des Parisiens pour faire face en fait au siège. Donc cette mémoire du siège de Paris est très vivace en 1914, comme elle l'est dans toutes les régions préalablement occupées, les terres classiques d'invasion, nord et nord-est de la France, Belgique, où il y a des épisodes de tension, les premières semaines de conflit où on a peur de manquer. Alors, on a peur de manquer d'autant plus que en 1914, les sociétés européennes reposent sur des alimentations qui sont déjà des approvisionnements, qui sont déjà très mondialisés. C'est le cas des sociétés les plus industrielles comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique aussi. C'est un peu moins vrai en France où le monde rural reste encore très présent. C'est vraiment le basculement monde rural, monde urbain, il se fait davantage en France après la Seconde Guerre mondiale. Et donc la France dépend moins en 14 des importations de l'étranger, mais néanmoins la peur du manque est présente. Alors, elle l'est d'autant plus que... Voilà, cette peur du manque, elle se manifeste à Paris par des mouvements de panique, de peur, comme cette manifestation des mères de famille parisiennes qui se présentent dans les mairies pour réclamer du lait pour leurs enfants, non pas parce qu'il manque déjà, mais parce qu'elles ont peur, en fait, que dans les semaines à venir, à l'approche des Allemands, elles ne soient plus en capacité de nourrir leurs enfants par l'allaitement artificiel. Donc, il y a toutes les peurs alimentaires, en fait, ressurgissent au moment des entrées en guerre. Alors, sans présager de l'issue du conflit, ces peurs alimentaires, elles sont fondées dans une certaine mesure. Et je vous ai mis ici donc une carte qui représente un peu les bilans en fait sur alimentaires sur des différents pays en guerre pour la Première Guerre mondiale. On n'a pas encore tous les éléments, mais vous voyez que il y a un certain nombre de pays comme la Grande-Bretagne où alors la Grande-Bretagne c'est plus étonnant, l'Espagne elle est neutre, c'est un cas à part, mais le niveau de vie en Grande-Bretagne augmente pendant la guerre. La population par exemple, la consommation de viande augmente en Grande-Bretagne pendant la guerre, j'en reviendrai. La France, c'est un pays qui subit une pénurie importante, mais qui, vous le voyez, est quand même bien moindre que nombre d'autres pays en guerre, notamment l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, qui ont bien du mal à nourrir leur population et qui font face à des famines réelles. C'est le cas par exemple de l'Allemagne en 1918-1919. Alors on estime aujourd'hui qu'il y a eu à peu près 500 000 à 750 000 personnes qui sont mortes des conséquences de la faim en Allemagne entre 1914 et on va dire les années 1919-1920. Donc c'est compliqué en fait, c'est des choses qui sont difficiles à déterminer parce que souvent il y a beaucoup de facteurs en fait. C'est pas juste la faim, c'est en fait les maladies associées, tout ce que ça entraîne par la suite, mais ça a eu un impact important. Il y a eu deux facteurs principaux. L'un, ça a été la force et l'efficacité du blocus maritime mis en place par les Britanniques, que vous avez représenté en bleu ciel là, sur la carte, notamment à l'échelle de la mer du Nord, et qui prive l'Allemagne d'une partie de ses approvisionnements alimentaires. Simplement, c'est pas uniquement le blocus allié qui a affamé les Allemands, c'est aussi le fait que
localement. Les politiques mises en place pour distribuer les produits, essayer que ça soit réparti équitablement entre toute la population, n'étaient pas efficaces parce qu'elles étaient massivement aux mains en fait, de militaires qui s'occupaient de questions du ravitaillement, y compris civil. Alors c'est une organisation du ravitaillement qui est très différente, qui est mise en place en France, donc à Paris, mais aussi dans d'autres pays alliés, parce qu'ils fonctionnent en fait ensemble, comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, où ils font ce choix de ne pas sacrifier les civils et de mettre en place, en fait, d'avoir une approche un peu globale du ravitaillement, qui est complètement organisé par l'État et par les municipalités au niveau local, comme à Paris. Un État qui organise tout, des réquisitions, des produits de première nécessité, comme par exemple les céréales, qui passe des commandes, qui fixe des prix maximum pour les produits, qui peine des achats à l'étranger. Alors ça explique qu'en fait, il y a vraiment une meilleure compréhension des réalités de la guerre totale dans des pays comme la France que dans les puissances centrales. Et ça va être un facteur déterminant de la victoire en 1918. Alors, en termes de bilan de ces politiques, vous le voyez ici, la situation alimentaire, elle est très contrastée. Et dans des villes comme Paris, le fait que la situation est relativement meilleure qu'ailleurs, avec une pénurie importante mais maîtrisée, eh bien, se voit par exemple alors, ce type de mise en scène, on se rend compte qu'on est ici évidemment dans de la propagande, bien sûr, puisqu'on est sur une offre de marchands de rue d'orange, rue Bafroid dans le 11e arrondissement à Paris. Bien évidemment, à l'époque, l'orange, ce n'est pas encore un produit de consommation courante, ça reste extrêmement cher, mais la propagande a à cœur de mettre quand même en scène cette abondance alimentaire. Et quelque part, ça dit des choses aussi sur le fait que la pénurie reste mesurée, parce que pour mettre en scène des oranges, il faut déjà qu'il y ait des oranges. C'est idiot à dire, mais par exemple, ça, les Allemands, ils sont complètement incapables de le faire à la même période. Parce que ce que vous avez... alors, là aussi, je vous ai mis un exemple à Londres, où évidemment, certains marchands sont parfois à court de produits de consommation courante, comme les pommes de terre. Et il y a quand même des différences essentielles, dans la mesure où certes, à Paris, il y a la queue devant les magasins d'alimentation, magasins, par exemple, de pâtes alimentaires, comme vous avez ici, devant les boucheries, devant les boulangeries, mais ça reste des produits, il y a une gamme, une offre alimentaire qui reste étendue. Alors qu'à Berlin, la situation, elle est plutôt dans l'esprit de la deuxième photographie que je vous ai mis, où ici, c'est la file d'attente, en fait, des pauvres de Berlin, devant l'abattoir qui est dédié à celui des mauvais morceaux. Alors, certes, on est en 1919, certes, on a aussi un contexte de révolution à Berlin, si vous voulez, qui est à la fois lié à la crise alimentaire, à la crise sociale, mais, en fait, ce contraste entre les deux capitales dit des choses, en fait, sur la différence des situations alimentaires pendant le conflit. Alors, donc ces différences dans la gestion et dans le bilan de la gestion de la pénurie alimentaire, ça a vraiment joué un rôle dans la victoire des puissances centrales, des pays alliés, puisqu'on peut dire que dans des pays comme l'Allemagne, ils perdent d'abord la guerre sur le terrain social par un contexte révolutionnaire, parce qu'ils sont incapables de nourrir leur population à partir de l'année 1918, avant de la perte sur le terrain militaire. Donc ça a beaucoup joué à terme dans la victoire. Alors, un autre thème que je voulais aborder avec vous, c'est les enjeux qui sont liés à la question du partage de la nourriture pendant la guerre, où s'exprime... Alors, non, je vais finir là-dessus, excusez-moi, je vous avais parce que j'ai pas de vue sur la suite des diapositives, donc vous m'excuserez si parfois je reviens un peu en arrière. Par rapport on a très peu de photographies, évidemment, des émeutes de la faim, des très fortes tensions alimentaires qui existent, dont on a la trace, par exemple, par des rapports de police où certains commerçants sont pris à partie par les ménagères qui les attaquent, qui leur reprochent de vendre les salades très chères, de réserver leurs produits à certains types de clientèle qui est prêt à payer le prix fort au marché noir.
Ces difficultés alimentaires de l'Allemagne, elles sont illustrées aussi par la très mauvaise qualité des photographies que je vous présente, et où on est ici devant une photographie d'une émeute de la faim à Berlin en 1917, où vous voyez qu'il y a une présence de l'armée devant cette boutique de charcuterie qui a été attaquée par la population pour essayer d'avoir accès au stock que les commerçants en fait gardent pour les vendre à plus haut prix à une clientèle qui peut se le permettre. Alors même qu'à la même période, il n'y a pas en fait de marché noir à Paris pendant la Grande Guerre, ni on ne peut pas dire qu'il y a de marché noir même dans les pays alliés pendant la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est une des grandes différences avec ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, cette question du marché noir et de l'existence de marchés parallèles qui permettent à certains d'obtenir des produits que d'autres ne peuvent même pas trouver. C'est pas juste un enjeu de prix qu'il y a derrière. Alors, on a un autre exemple de la situation alimentaire à Berlin. C'est une photographie donc, de pauvres à Berlin qui cherchent la nourriture dans les ordures en 1918. Là aussi, contexte de tension sociale et aussi de révolution. Hop. Alors, donc je le disais, un des éléments extrêmement importants qui entourent la thématique de l'alimentation pendant la Première Guerre mondiale et de manière plus générale pendant les conflits armés, c'est la question du partage de la nourriture. Ce partage de la nourriture, qui est pendant la Première Guerre mondiale une incarnation très concrète au quotidien de l'union sacrée, cette union de toutes les classes sociales, de tous les milieux politiques, de toute finalement cette période où on met de côté toutes les idéologies, les divergences pour se consacrer à un but commun qui est la mobilisation dans l'effort de guerre contre l'ennemi. Cette question de l'union sacrée, donc, elle se décline dans l'alimentation à travers ce thème du partage de la nourriture. Alors, on a énormément de photographies, vous en avez peut-être vu lors des manifestations liées au centenaire de la Première Guerre mondiale, qui mettent en scène ce partage de la nourriture, notamment au moment de la mobilisation, c'est-à-dire du départ des soldats en 1914, dans les lieux où ils se rassemblent, c'est-à-dire beaucoup dans les gares. C'est le cas à Paris, gare du Nord, gare de l'Est. Très souvent, les soldats sont accompagnés par des cortèges en fait, de populations qui se réunissent pour leur offrir un verre de vin, de l'eau, à manger, un bout de pain pour partir. Alors, on n'est pas du tout dans un contexte de liesse patriotique, d'enthousiasme nationaliste, mais plutôt voilà, une sorte d'acceptation, un réflexe de défense patriotique et un geste simple d'offrande, le don en fait aux soldats qui part défendre sa patrie, qui part défendre sa famille, qui part défendre Paris, et qui espère à l'époque être rentré pour le Noël 1914. C'est ce qui était prévu, tous les discours militaires allaient dans ce sens-là. Et donc ces scènes sont très abondantes dans Paris, et bien sûr elles ont beaucoup intéressé tous les photographes, qui ne sont pas encore forcément des photographes militaires, mais beaucoup de photographes en fait se pressent dans les gares parisiennes où sont rassemblés les soldats en partance pour le front, gare du Nord et gare de l'Est. Ce partage de la nourriture, il s'étend aussi aux soldats alliés, puisque Paris devient, pendant la Première Guerre mondiale, comme d'ailleurs toute la France, un lieu d'accueil, un lieu de séjour, un lieu de mobilisation des soldats alliés qui sont très présents. Toutes les forces britanniques de l'Empire britannique, donc anglais, canadiens, néo-zélandais, australiens, en fait, ont un certain nombre de services qui sont installés dans Paris. Certains d'entre eux peuvent y venir aussi en permission à partir de 1915 et donc se retrouvent ont l'occasion parfois de se rencontrer et de partager de la nourriture, comme ici. Alors c'est une scène avec de partage d'un boc de bière en terrasse d'un café typique parisien qui est très évidemment qui joue beaucoup en faveur de cette propagande de l'union des alliés ensemble dans l'effort de guerre contre l'Allemagne. Alors en pratique, les soldats anglophones à Paris fréquentaient plutôt des lieux différents. Il y avait pas tant d'occasions de rencontres que ça, ne serait-ce qu'à cause de la barrière de la langue. Et on observe plutôt à Paris un
certain nombre de quartiers déterminés qui s'organisent autour alors des gares, où vous allez trouver beaucoup français et belges, hein, puisque traditionnellement aussi Gare du Nord, vous aviez déjà un certain nombre de cafés belges fréquentés par... Il y a aussi les œuvres de guerre belges qui sont installées là pendant la guerre. Tandis que les Britanniques et puis après eux les Américains vont plutôt se concentrer dans certains quartiers où vous allez trouver par exemple le YMCA, vous allez trouver des bâtiments qui sont occupés par l'administration américaine qui va s'installer dans des hôtels par exemple situés autour entre Opéra et Madeleine. Vous en avez des traces encore aujourd'hui avec, et ça sera réutilisé pendant la Seconde Guerre mondiale comme certains le Harris Bar, etc. Mais vous avez déjà ces espaces Opéra, Madeleine et autour des Champs-Élysées aussi, où pendant la guerre, vous trouvez beaucoup cafés, restaurants qui sont fréquentés par cette clientèle alliée. Alors c'est une clientèle qui est intéressante pour les restaurateurs parisiens parce que leur solde est beaucoup plus élevé que celle des soldats français, notamment les Américains. Et donc évidemment ils vont plutôt, alors à la fois ils vont pouvoir s'offrir beaucoup de choses que les soldats français ne peuvent pas se permettre, et ils vont fréquenter tous les cafés de luxe, comme par exemple le Café de la Paix que vous avez encore aujourd'hui place de l'Opéra. C'est un des grands lieux fréquentés par tous les soldats alliés à Paris. Hein, le café il y est très cher. Il coûte 60 centimes à l'époque. Et ça, un soldat français, il ne peut pas se le permettre. Il touche 1 franc par jour de solde. Donc, c'est vraiment réservé à une certaine clientèle chic dans Paris. Néanmoins, donc, ces scènes de solidarité entre soldats alliés, elles sont importantes, puisque le partage du repas, c'est quelque chose qui, quelque part, dépasse la barrière de la langue et qui permet aussi de se retrouver entre alliés, qu'on va retrouver aussi au front, voilà, quand ils se croisent dans les gares ou à l'arrière des tranchées. On a ces scènes d'échanges alimentaires qui arrivent. Alors, dans ce contexte, alors de ce qu'on observe à Paris, et qui est une sorte d'élargissement de ce que je vous ai montré à propos de l'expression de la solidarité alimentaire des populations, c'est toute une mobilisation qu'on peut appeler une mobilisation des ventres, qui passe beaucoup par l'affiche, qui passe par la carte postale, qui passe par du projet scolaire aussi, pour montrer à chacun comment la limitation de sa consommation va être un élément central pour participer à la victoire collective. Donc il y a vraiment ce lien de l'individuel au collectif et toute une mise en scène de la manière dont, à l'arrière, les civils, en limitant leur consommation, en réservant un certain nombre de produits qui sont indispensables à la ration du soldat, eh bien, participent aussi, à leur manière, dans leur cuisine, à la victoire. Alors c'est le cas de cette série d'affiches que vous avez peut-être vues parce qu'elles ont été éditées à de très nombreux exemplaires. C'est des affiches qui font une 50aine de centimètres de haut et qui sont issus de concours de dessin qui ont été faits dans les écoles parisiennes pendant la guerre. Donc on connaît malheureusement seulement ceux qui ont gagné le concours, donc on n'a pas de vision de tout ce qui a été présenté. Et on retrouve là différents éléments comme cette mise en parallèle du sacrifice des civils pour permettre aux soldats de s'alimenter, que vous retrouvez dans cette affiche centrale, réservez le vin pour nos poilus, ou bien, alors je reviens, les pommes de terre, économisons le pain en mangeant des pommes de terre. Alors, les pommes de terre sont un produit de longue conservation, qui est aussi très consommé au front, mais il y a cette idée que en France, il y a toujours eu cet imaginaire très particulier qui est lié aux céréales, au pain, notamment à cause de la cristallisation qui s'était produite comme facteur de déclenchement de la Révolution française. Et donc, voilà, il y a cette attention très particulière au pain pendant la Première Guerre mondiale, dans toutes les sociétés, d'ailleurs, c'est pas uniquement propre à Paris, mais il y a cette résonance particulière à Paris. Et de la même manière, on encourage la population à manger davantage de poissons pour réserver la viande aux soldats, sachant que la viande, pendant la Première Guerre mondiale, alors soit sous forme de viande fraîche, mais aussi sous forme de viande congelée ou de conserve, est un élément central de l'alimentation du soldat, puisque un soldat en 14-18, français, il en consomme autour de 500 grammes par jour. C'est énorme, parce que la consommation moyenne en France civile avant la guerre, elle est plutôt autour de 120 grammes par personne. Donc d'un coup, vous retrouvez, vous avez, comment dire,
tout le monde paysan qui est mobilisé aux armées, qui se retrouve à manger quotidiennement 4 fois plus de viande qu'il n'en mangeait avant-guerre. Alors évidemment, c'est pas une viande d'une qualité équivalente à ce qui pouvait se consommer en temps de paix, mais en termes d'apport des calories sous forme de protéines animales, il y a une énorme différence qui se met en place pendant la guerre et qui va créer de nouvelles habitudes et qui est en jeu ici dans cette affiche, où il y a toujours cette mise en parallèle entre ce que peut faire le civil à l'arrière en réduisant sa consommation au profit du soldat qui risque sa vie au front. Alors le bilan... cette mobilisation par l'affiche, celle-ci, elle est typiquement parisienne, mais vous trouvez ce type d'affiches qui sont diffusées dans la France entière et par d'autres relais que je vous montrais, et qui d'ailleurs existe, qui est décliné dans les autres pays qui font face à ce même type de difficultés, comme ici, la Grande-Bretagne. Alors, vous voyez des messages beaucoup plus directs, beaucoup plus de texte aussi, et les Britanniques, par exemple, vont cibler davantage des messages sur la marine britannique, qui joue un rôle central dans la culture militaire britannique. Et de la même manière, donc il y a le même type de déclinaison aux États-Unis, au Canada. Vous trouvez des affiches italiennes, belges aussi, malgré l'occupation de la Belgique. Et puis des séries d'affiches qui concernent aussi l'Allemagne. Alors ce qui est intéressant, c'est un petit peu difficile à analyser de manière globale parce qu'on en a assez peu de ce type d'affiches pour l'Allemagne, alors même que voilà, les Américains, la culture de masse, l'affiche, etc., ils produisent des dizaines de motifs d'affiches. Par contre, quand on regarde les affiches qui concernent l'Allemagne, on se rend compte tout de suite, un peu comme les photos des abattoirs que je vous montrais tout à l'heure, que ça joue sur ils en sont à économiser des produits qui sont vraiment de l'ordre de la survie. Par exemple, certaines affiches incitent les enfants à aller ramasser les glands en forêt pour les transformer en substitut de café. Ou bien, vous avez beaucoup de collectes qui sont incitées, qui sont lancées pour récolter les noyaux des fruits, prunes par exemple, les ramener dans les écoles pour éventuellement après donc transformer les amandes en fait des fruits par exemple en oléagineux ou ce genre de choses. Donc on voit que ça joue tout de suite en Allemagne sur des produits où on est vraiment dans une logique de survie qui est beaucoup plus visible en fait par tout ce type de projet. Alors, donc, cette mobilisation des ventres par l'affiche se redouble en termes de discours et puis aussi de mise en place de politiques par le biais soit des politiques publiques, par exemple soupes populaires, qui sont pas du tout nouvelles en 1914, puisque vous avez toujours eu depuis le Moyen-Âge de la mise en place d'aides alimentaires à destination des pauvres, des indigents, mais qui sont prises en charge par la municipalité de Paris pendant la guerre, des repas à bas coût, des repas gratuits pour les populations les plus fragiles, et aussi un accueil spécifique qui est mis en place pour les réfugiés, puisque Paris, alors au début du conflit principalement, mais pas seulement, et a un espace d'accueil important, alors soit de transit, soit d'accueil pendant tout le conflit, des populations qui sont réfugiées de Belgique, qui sont réfugiées aussi du nord et de l'est de la France, et qui arrivent dans la capitale au cours de l'été 1914, au mois d'août 1914, alors pour certains en train, pour d'autres par leurs propres moyens, charrettes, etc., et qui sont accueillis avec, avec les moyens du bord, et notamment, il y a cet acte d'accueil qui passe par l'alimentation, alors qu'évidemment, quelque chose, juste une évidence, les gens, ils arrivent en ayant pris juste ce qu'ils pouvaient pour partir, et ces dons de nourriture, ils jouent un rôle important pour construire cet esprit de solidarité, cet esprit d'union sacrée, qui va permettre aussi aux populations de tenir dans la longue durée du conflit. Donc ici, une distribution de pain en gare du Nord. Alors c'est 1914, en réalité, on est tout début août 1914 ici. Et vous voyez à l'arrière-plan qu'on est devant un café ou une épicerie qui était avant-guerre, déjà spécialisée dans la distribution de produits belges, comme le Cacao Blocker, qui est une marque qui existe encore aujourd'hui en Belgique.
Alors, ces actes de solidarité envers les populations exposées à la famine sont visibles aussi dans l'espace parisien par le biais en fait, de toute une offre alimentaire de produits dédiés aux prisonniers, puisque dans les camps de prisonniers en Allemagne, évidemment, l'alimentation extrêmement réduite des prisonniers est le reflet de la pénurie qui sévit en Allemagne. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas recevoir plus que ce que reçoit la population et on est sur une situation de crise alimentaire importante dans les camps de prisonniers, d'où cette mobilisation des familles qui, pour envoyer des colis, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge notamment, aux prisonniers, avec toute une inventivité pour essayer de réunir le maximum de calories dans le minimum d'espace, d'où ici le pain compressé qui est proposé à l'achat pour être envoyé ensuite aux soldats. Alors, cette logique d'occupation de l'espace public par des différentes propositions de secours alimentaire est très relayée à l'échelle internationale, notamment par des organismes type Croix-Rouge, comme ici un film. Alors, donc vous voyez debout en fait sur une grille qui est installée là où on est gare de l'Est. On est à l'est de la gare de l'Est, où il y a cette cantine pour réfugiés qui a été installée, qui nourrit notamment les enfants. Et ce qui m'a intéressé ici, c'est de voir Lewis Hine, qui va devenir un des grands photos de la photographie réaliste américaine, notamment dans les années 30, en fait, qui est missionné par la Croix-Rouge pour documenter toute cette aide alimentaire pour les réfugiés, avec derrière comme objectif aussi de récolter des fonds au profit de la Croix-Rouge et ensuite qui mène ces politiques d'aide alimentaire, pas seulement en France, mais à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de l'Europe en guerre, jusqu'au milieu des années 20. Dans les logiques d'aide alimentaire, elles sont aussi connectées pendant le conflit à de nouvelles propositions ou le développement en fait de structures de restauration pour faire face à la vie chère. Je parlais tout à l'heure de la mise en place de tarifs maximum, de soupes populaires, mais on a aussi des offres de repas qui sont proposées dans les écoles, alors pas uniquement parisiennes, c'est quelque chose qu'on observe dans tout le pays, parce que les mères de famille étant massivement mobilisées pour l'effort de guerre en remplacement des hommes dans les champs, à l'usine, dans l'administration, eh bien, il y a cette idée qu'il faut les décharger d'une partie de leur tâche qui est l'alimentation des enfants et fournir des repas midi, voire parfois le soir, aux enfants pour aider à l'organisation de l'effort de guerre, puisque les femmes, il y a aussi pendant la guerre un allongement de la durée du travail dans les champs, dans les usines, puisqu'on produit à flux continu pour l'effort de guerre. Donc ça vous explique que se développe un certain nombre de cantines d'usines, comme ici à la Courneuve en 1916. Il y a aussi des cantines modèles qui sont mises en place par l'entreprise Citroën, qui produit massivement des obus, de l'armement pour l'effort de guerre. Alors, ces usines de guerre, ces cantines ne survivront d'ailleurs pas forcément à la Première Guerre mondiale, parce qu'elles sont vraiment liées à cette idée qu'on doit permettre c'est-à-dire qu'il y a cette logique de rendement et que pour permettre aux populations, dont les femmes, de travailler le plus longtemps possible, il faut leur fournir les repas sur place, ce qui évite qu'elles sortent, ce qui évite aussi des problèmes de santé. Donc on est vraiment, la cantine d'usine, c'est pas juste un service individuel qui est rendu à la personne, c'est vraiment pensé comme un service rendu à la collectivité au profit de l'effort de guerre.
Et enfin, donc, le dernier type d'offre alimentaire spécifique au conflit qui est proposé dans la capitale, c'est un certain nombre de lieux de restauration à destination des soldats qui reviennent, alors qui sont soit mobilisés dans la capitale, par exemple dans les services, l'administration, qui travaillent aux Invalides, au ministère de la Guerre, mais aussi les combattants qui obtiennent à partir de l'été 1915 l'autorisation de revenir chez eux en permission pour une durée alors qui varie, qui est de l'ordre de plus ou moins une semaine. C'est très rare, hein. Au total, peut-être ils reviennent chacun une cinquantaine de jours chez eux en congé pendant toute la guerre, mais il y a cette possibilité pour un soldat de revenir de temps en temps à l'arrière. Et évidemment, Paris, avec ses gares qui sont connectées au front, gare du Nord, gare de l'Est, est un lieu d'accueil massif des soldats du front, des soldats des régions envahies aussi, qui n'ont pas la possibilité de retourner dans leur famille qui a pu être réfugiée dans le reste de la France et qui accueillent énormément de soldats. Le problème avec ces soldats, je le disais tout à l'heure, c'est que leur solde pour les soldats français est très réduite, hein, c'est de l'ordre de 1 franc par jour en 1918, alors même que les prix ont très fortement augmenté pendant la guerre dans la capitale. Et il leur est difficile d'accéder à certains lieux de restauration. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement choquant pendant la guerre, c'est-à-dire qu'on a ces gars qui risquent leur vie au quotidien au front, qui sont présentés comme les leaders de la nation, les héros au quotidien qui évitent l'invasion et la prise du pays. Et quand ils reviennent à l'arrière, soudain, ils se retrouvent dans une situation de dépendance économique par exemple à l'égard de leurs femmes, puisque dans le même temps, les salaires à l'arrière ont augmenté. Ils ont augmenté dans les usines de guerre, par exemple. Et pour un soldat qui reçoit une solde de 1 franc en 1918, une ouvrière dans une usine de guerre, elle peut gagner à Paris entre 7 et 10 francs par jour. Un ouvrier spécialisé de la métallurgie, ça peut monter de 14 à 20 francs par jour. Donc on est sur un différentiel de 1 à 10, voire de 1 à 20 avec certains. Et on a ces soldats qui reviennent à l'arrière en situation de difficulté financière. Ça, c'est absolument intolérable à la fois pour les combattants et puis de faire face à cette possible indigence, à la mendicité des soldats dans les rues de Paris, qui est une chose qui se produit. En 1915, les soldats viennent du front, ils mendient parce que à la fois c'est facile d'attirer la pitié des populations, ils n'ont pas forcément de quoi se nourrir. D'où cet accueil spécifique des soldats. Donc ici, on est à la gare de l'Est en 1915. Ici, on est dans une logique de propagande, bien sûr. C'est d'essayer de montrer comment est-ce qu'à Paris, on réussit à proposer une offre alimentaire qui évite aux soldats de sombrer dans l'indigence, mais qui correspond à une offre alimentaire qui leur est dédiée à Paris, qu'on retrouve dans des buffets du soldat, à prix modique, voire gratuits pour certains, qui sont proposés notamment à proximité des gares. Donc vous voyez ici, c'est des structures un petit peu de fortune, des bâtiments qui ont été récupérés, qui sont mis en place. Et avec une fréquentation qui est importante. Ici, on a un des restaurants du soldat de la gare de l'Est, qui correspond à ce que je vous ai mis en la photographie juste avant, qui est saisi sur le vif par un illustrateur, c'est Julien Leblanc, cet illustrateur, qui saisit là que... Donc, c'est-à-dire que ce type de structure répond à un besoin réel des soldats d'avoir un accueil spécifique de type soupe populaire dans la capitale. Alors, à Paris, je le disais, vous avez un accueil des soldats alliés et en particulier des soldats coloniaux. Alors ils sont pas forcément très nombreux parce que les tirailleurs, notamment les tirailleurs sénégalais, là vous avez plutôt vous avez des Nord-Africains sur la photographie, musulmans. Les tirailleurs sénégalais de leur côté étaient accueillis l'hiver. En fait, on les envoyait, ils avaient beaucoup de mal à résister aux conditions climatiques en fait sur le front ouest en hiver. Et de ce fait, en fait, on les envoyait en hivernage dans le Midi vers Fréjus, Saint-Raphaël, plutôt que d'avoir comme les Français leur permission, on va dire leur congé réparti sur toute l'année. En fait, c'était tout d'un bloc pendant 3 mois. Ils étaient envoyés en hivernage dans le Midi où ils passaient l'hiver. Cependant, donc un certain nombre d'entre eux, comme ici les Nord-Africains, sont accueillis dans des œuvres de guerre, c'est-à-dire ils sont toujours encadrés comme les soldats français. D'accord ? Pour venir à Paris pendant la guerre, si vous êtes un combattant, il faut soit vous revenez dans votre famille, soit vous venez dans une œuvre de guerre. C'est les seuls
possibilité de revenir à Paris. Et ça, c'est une photographie qui est intéressante parce qu'elle montre comment, en France, il y a toute une mise en scène en fait, de l'accueil qui est réservé aux forces coloniales, ces musulmans qui ont des préconisations alimentaires spécifiques liées à leur religion. Et qui sont tout à fait prises en compte, et c'est pas du tout nouveau, par l'armée française, qui leur propose des substituts à la viande de porc, qui à la place de la ration de vin, ils vont recevoir du thé, de la menthe. Les tirailleurs sénégalais, de leur côté, vont recevoir de la noix de cola comme fortifiant à la place du vin. Et ce qui est intéressant dans cette photographie, c'est que on retrouve cette comment la Grande Guerre a été finalement aussi un moment de contact culturel, de découverte de l'autre par le biais des cultures alimentaires, alors même qu'avant la Première Guerre mondiale, les réalités coloniales sont largement ignorées en fait en France. Il faut attendre les années 30, c'est-à-dire au moment même où la colonisation commence à être contestée, pour qu'il y ait une meilleure connaissance des réalités coloniales. Or, à travers l'alimentation, donc alors ici on est sur une scène d'un balcon parisien vers les grands boulevards, on est vers le boulevard Haussmann. Il y a cette mise en scène en fait d'un couscous qui est servi aux soldats nord-africains. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez voir au premier plan qu'il y a eu toute une petite installation qui prévoit des couverts. Alors ça, c'est quelque chose qui est toujours en fait dans les mises en scène, en fait, les repas qui sont servis aux tirailleurs sénégalais comme aux nord-africains, on essaie de les faire manger avec des couverts. Ce qui va dans le sens en fait de cette idée que la colonisation aurait été aussi une expérience de civilisation pour ces populations. C'était une des justifications idéologiques de la colonisation, alors même que le principe du couscous, c'est de manger avec les mains. Et c'est ce que font d'ailleurs les soldats quand ils sont au front, ou qu'on leur sert différents plats, ou que les tirailleurs sénégalais, quand on les voit, les photographies qui les montrent manger du riz dans les camps, ils le prennent avec les mains. C'est le principe même de cette alimentation. Alors, à l'inverse de cette construction des solidarités au sein des Alliés avec les troupes coloniales envers les réfugiés, se construit toute une représentation de l'ennemi, des clivages alimentaires qui stigmatisent l'ennemi empoisonneur et le profiteur qui affame les populations. Donc ça, c'est très présent. Alors, pendant tout le conflit, mais surtout au cours de l'été 14, là où il y a le plus de craintes sur l'alimentation, où on observe à Paris des attaques contre les commerces alimentaires de l'ennemi, les cafés, les salons de thé allemands, viennois, qui font l'objet de saccages, alors qui sont dans certains cas le fait de petits groupes nationalistes, mais qui sont évidemment très spectaculaires, à la fois parce que vous avez le pillage des produits, parce que la population est spectatrice, et aussi parce que c'est massivement photographié, comme ici donc ce salon de thé qui est situé sur les grands boulevards, comme cette attaque. Alors il y a eu beaucoup de photographies des attaques des laiteries de la firme Magie au tout début août 14, qui a développé tout un réseau en fait d'approvisionnement de Paris en lait. Et vous en avez plusieurs dizaines dans les différents arrondissements parisiens. La firme Magie, c'est une société suisse, mais qui, depuis le début du siècle, a été l'objet de critiques par la presse nationaliste, comme par exemple l'Action française, qui lui construit une réputation de financer en douce l'Allemagne, de contribuer par ses affiches émaillées situées dans les campagnes à délivrer des messages secrets à destination de l'aviation ennemie, et joue à travers la question du lait, dont elle est très sensible, on l'a vu tout à l'heure avec les mères de famille qui vont dans les mairies. Eh bien, il y a cette peur de l'empoisonnement, et puis cette idée que c'est des cibles faciles, parce que vous avez les devantures des magasins qui sont offertes à la vue de tous dans l'espace parisien. Et donc, on a plusieurs scènes de mise à sac de ces laiteries Magie, par exemple rue Clausel à Paris, à côté de la rue des Martyrs, dans le 9e arrondissement, et il faut imaginer que c'est des centaines de litres de lait qui se déversent dans les rues parisiennes à cette occasion, ce qui est quand même assez contradictoire quand on sait l'inquiétude des mères de famille à la même période pour cette question de l'alimentation des enfants.
Alors, ces critiques à l'égard de tout, soit les ennemis extérieurs, donc les Allemands, les Autrichiens, eh bien, elles se dirigent aussi contre les ennemis intérieurs, qui sont ciblés ici à travers la figure du profiteur, c'est-à-dire celui qui profite de la pénurie pour s'enrichir. Alors, il y a la même chose qui vise les usines d'armement, qui s'enrichissent en fabriquant des armes, mais l'alimentation, évidemment, par toute la richesse en fait des motifs iconographiques qu'elle propose, la figure du gros qui s'enrichit et qui grossit sur le dos des autres, évidemment, elle donne lieu à de multiples représentations. Donc on est véritablement là dans une logique de patriotisme alimentaire et comment est-ce que chacun doit contribuer par ces restrictions en matière alimentaire à l'effort de guerre. C'est ce qu'on retrouve aussi dans un certain nombre... alors ça se décline dans les arts de la table ici, puisque vous avez des shops de bière. Alors c'est issu des collections de la BDIC. Voilà, c'était pas une photographie haute définition, donc je suis désolée de la qualité, mais vous reconnaissez quand même donc, une shop à l'effigie d'un poilu. Vous avez le maréchal britannique French à l'arrière-plan. Et voilà, il y a toute une offre de services de table avec des impressions patriotiques qui est proposée pendant le conflit. Alors que on observe aussi un phénomène de labellisation patriotique. Acheter français, finalement. Alors évidemment, là, comme tous les circuits commerciaux, c'est-à-dire que vous trouviez des produits allemands importés, vous aviez des spécialités voilà, étrangères qui étaient vendues en France pendant la guerre. Avec l'entrée en guerre, le clivage militaire en fait se retrouve dans l'offre de produits, puisque désormais on peut sont offerts à la vente uniquement des produits soit en provenance des pays neutres, soit en provenance des pays alliés. Et ça se retrouve par le biais de cette labellisation patriotique. Donc Cube garantie produits français, qui est une matière aussi de stigmatiser les produits magie. Qui fournit déjà du bouillon à l'époque, et puis le Foscao, qui est un petit déjeuner en poudre, labellisé produit français, et à l'inverse, des produits comme le Piu-Piu, dessert national. Donc ça, vous le retrouvez pour beaucoup de produits, notamment les étiquettes de camembert, etc. Il y a toute cette offre. Alors j'ai sélectionné des choses qui sont peut-être plus, en l'occurrence, c'est pas spécifique parisien, mais vous aviez beaucoup de distributeurs de ces produits à Paris. Hop, alors quelque part, donc ces oppositions entre la situation française et allemande, eh bien finalement elles sont synthétisées dans cette carte postale, alors qui date de 1914, mais qui finalement elle marche plutôt mieux pour 1918 que 1914, parce que l'Allemagne en 14, elle n'a pas de mal à nourrir ni sa population ni son armée. Par contre en 1918, c'est effectivement ça la situation en Allemagne. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi toute cette mise en scène de la capacité de la gastronomie française, avec cette idée que on est tellement supérieur en matière de gastronomie que c'est sûr qu'en face, ils ne vont pas résister et qu'on va gagner la guerre. Donc il y a une déclinaison dans le discours gastronomique de ce qu'on n'arrive pas à faire en fait sur le plan militaire. Alors si je prends 10 minutes de plus, est-ce que c'est un souci? Non? Bon. Alors, pour finir quand même. Alors, comment ça se passe concrètement l'adaptation à la pénurie? Qu'est-ce qu'on mange pendant la Première Guerre mondiale et quelles sont les conséquences de la guerre sur les pratiques alimentaires? Alors en 1914, la plupart des sociétés européennes, en France particulièrement, sont des sociétés où finalement la base de l'alimentation, ça reste le pain et la soupe, même s'il y a des repas plus diversifiés en ville, plus raffinés, notamment dans les milieux type classe moyenne. Et alors, ça vous explique pourquoi la question de combien coûte la réalisation de la soupe, ça a pu être important. Après, ce que je vous mets là, l'évolution de la prix d'une soupe aux choux entre 14 et 17, au fond, ça dit pas grand-chose parce que c'est très variable d'une ville à l'autre. Évidemment, à la campagne ou en ville, ça va pas être pareil. Néanmoins, ce qui pèse beaucoup à Paris, c'est le problème des produits frais.
Les produits frais qui pouvaient être produits alors soit dans les espaces de maraîchage qui entourent Paris. Donc ça, c'est des choses qu'on a beaucoup montré dans l'exposition, notamment à travers la Plaine des Vertus, qui s'étendait sur les communes de Saint-Denis, La Courneuve, Aubervilliers, qui produisaient beaucoup, notamment les légumes pour la soupe. Et alors, le grand problème des foyers parisiens, c'est cette question de l'augmentation des prix. Vous voyez, sur certains produits comme les poirons, on est sur des augmentations, on est quand même sur du x8 pour certains produits. Alors, après, c'est très variable dans le temps. On peut dire que l'augmentation des prix, elle est plutôt de l'ordre de 20 à 30%, 50% pour certains produits. C'est des choses sur lesquelles il n'y a pas encore eu d'études historiques de fond, parce qu'il faut combiner beaucoup d'éléments pour essayer de voir comment c'est différent d'un espace à l'autre. Donc, je ne peux pas vraiment vous présenter de synthèse encore. Mais par contre, ce que j'ai plutôt voulu montrer ici, c'est comment est-ce que la guerre fait que, à Paris en particulier, en fait, ça génère une énorme inventivité sur le plan des différentes manières de faire face à la pénurie. Alors, un des moyens, c'est toute l'édition culinaire, c'est-à-dire l'évolution des livres de cuisine vers une offre de recettes dites économiques ou dites recettes de guerre, de recettes sans viande, alors qui sont pas forcément quelque chose de très nouveau, parce que existait en France à partir de la fin du 19e siècle un courant dit d'économie domestique qui invitait à rationaliser sa consommation, utiliser au maximum les morceaux, qui étaient beaucoup à destination des classes populaires et moyennes urbaines, en gros des citadines, des parisiennes, des classes populaires et moyennes, pour rationaliser leur consommation. Ça s'était pas tellement développé en France, et c'est vrai que la Première Guerre mondiale va fournir une vraie opportunité en fait à ces mouvements de se développer et de proposer en fait des recettes qui sont adaptées à la pénurie, qui économisent les produits les plus tendus, les céréales, le sucre, la viande aussi, les produits frais comme les œufs, les légumes. Alors, on a des dizaines d'ouvrages différents concernant ces différentes propositions de recettes adaptées au temps de guerre, qui sont intéressantes parce qu'elles seront reprises ensuite pendant les années 30, la crise des années 30, et pour beaucoup d'entre elles, elles seront aussi rééditées et adaptées sous d'autres formes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on est vraiment sur des choses de long terme. Alors quand on les lit, on se rend compte que très souvent c'est simplement du bon sens économique de utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui la cuisine des restes, ou utiliser tel ou tel produit à bas coût. Finalement, pour les milieux populaires de l'époque, c'était juste un réflexe quotidien, parce que quand on n'a pas d'argent, on utilise au maximum ce qui est disponible. Simplement, ça, on peut dire que c'est des recettes qui sont spécialement destinées aux Parisiennes, dans le sens où à Paris, dans les classes moyennes, dans la bourgeoisie, eh bien, vous avez toute cette domesticité qui était importante, et les domestiques pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup en fait partent de chez leurs employeurs pour aller s'embaucher dans les usines de guerre où les salaires sont bien meilleurs, où vous avez aussi une certaine mobilisation, par exemple des domestiques masculins qui vont partir au front, et donc il faut trouver des solutions alternatives et s'occuper parfois soi-même de la cuisine quand on avait du personnel de maison pour le faire. Donc c'est à destination de ces milieux-là que ces ouvrages sont édités. Alors parfois c'est pas très adapté, parce qu'il y a des recettes qui prévoient, par exemple, il y a des recettes de beignets qui peuvent paraître intéressantes parce que ça permet d'économiser les légumes. Il suffit d'avoir un petit bout de légumes avec un gros enrobage pour donner l'illusion de la quantité. Le problème, c'est qu'il faut beaucoup d'huile, et que l'huile, c'est un des produits qui augmente le plus pendant la guerre. Voilà. C'est-à-dire que l'idée, c'est que parfois certains, confrontés à la réalité de ce qu'est l'approvisionnement alimentaire pendant la guerre, c'est pas forcément très adapté. Mais ce qu'on voit, c'est cette inventivité extrêmement importante, alors qui se retrouve dans d'autres domaines, et notamment le développement des potagers urbains. Il y avait eu tout un mouvement de développement des jardins ouvriers en France et en région parisienne à partir de la fin du 19e siècle, dans les logiques du catholicisme social. C'est des choses qu'on a essayé de montrer aussi dans l'exposition, mais on va avoir un véritable ancrage et développement des jardins potagers à Paris comme dans les autres capitales, comme Londres par exemple, pendant la Première Guerre mondiale. Alors ces potagers vont aller investir des espaces comme les fortifications de Paris,
Alors, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on a cette espèce de collision entre les espaces de production maraîchage et puis des symboles de l'identité parisienne, comme ici la Tour Eiffel qui est à l'arrière-plan, mais qui investissent tous les interstices de l'espace urbain. Ici, vous avez un jardin potager qui est installé, vous voyez des courges au premier plan, des betteraves aussi, qui sont installées devant le Panthéon aujourd'hui. Alors, il n'y a plus de square aujourd'hui parce que maintenant, il y a un immeuble à la place, mais ça, c'est vraiment un symbole de comment est-ce qu'il y a eu ce retour de la nature en ville par le biais de la production maraîchère pendant la Première Guerre mondiale. Il faut imaginer que vous avez aussi des haricots qui poussent autour des balcons en fer forgé, que dans tous les espaces disponibles, en fait, on essaye de produire pour la consommation quotidienne ces produits frais qui ont beaucoup augmenté et qui sont difficiles à se procurer. Un dernier exemple, avec un cours de jardinage dans les Tuileries en 1917, parce que, évidemment, ces gestes du quotidien paysan, c'était plus les façons de faire, hein, ça s'était perdu ou ça s'était pas transmis ni dans certains milieux. Et on a cette mise en scène ici, donc des femmes qui dans les jardins des Tuileries, vous en avez d'autres dans d'autres espaces du Louvre, etc., qui sont formées en fait au potager, comme le sont au même moment les enfants des écoles qui sont emmenés pour en mission de planter des pommes de terre, faire des récoltes. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile et vous avez plus de diversité des produits pour les enfants qui travaillent à la campagne, mais néanmoins en ville où il y a vraiment cette difficulté alimentaire supplémentaire, il y a vraiment cette idée qu'il faut profiter au maximum des espaces disponibles pour produire. Alors c'est intéressant parce que c'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui pour d'autres raisons avec dans l'espace parisien, cette mise en culture et cette question des circuits courts pour pallier à des difficultés ou des logiques de développement durable. Hop. Alors, donc la guerre, c'est aussi un moment d'implantation de nouveaux produits. Alors, sur la gauche, vous avez une publicité pour des œufs en poudre de la marque Layton. Donc des œufs déshydratés qui, grâce à leur longue conservation, doivent servir de substitut aux œufs frais qui sont difficiles à se procurer et qui coûtent très cher à Paris pendant la guerre et qui sont aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est imposé dans les milieux de la restauration, pas seulement collective, mais dans le développement de l'agro-industrie. La question de l'œuf en poudre, elle est devenue vraiment très, très importante. Et un autre exemple à droite, à travers la viande, puisque se développent pendant la guerre les importations de viande d'Amérique. Alors, vous voyez ici, il y a le slogan « Contre la vie chère » qui m'a intéressée. Donc ça se développe beaucoup à partir de 1917-1918. Et c'est une viande qui arrive sous une forme nouvelle, qui n'est pas forcément connue, qui est la viande frigorifiée. Alors, qui en fait, c'est de la viande congelée, mais avec un procédé il y a différents degrés de conservation par le froid, donc c'est une viande qui est plutôt conservée à, on va dire, entre 0 et moins 8-10 degrés. On n'est pas sur le grand froid à moins 18 degrés. Et qui est intéressant parce que ça permet en fait de proposer des produits à moindre coût pour les milieux populaires et de lutter contre la vie chère. C'est un type de produit qui avait rencontré des résistances parmi la population française, en particulier avant la guerre, parce que quand elle arrive sous forme congelée, la viande, il y a une forme d'invisibilité du produit, de la qualité. On ne peut pas trop voir comment ça se présente parce que le froid, il modifie en fait les produits un peu comme les boîtes de conserve. Mais avec la guerre, ça va être une alternative intéressante pour réussir à maîtriser le coût de la vie et éviter la contestation sociale à Paris grâce à ces produits venus d'Amérique. Mais on en a aussi, on a de la viande qui arrive aussi d'Argentine, Nouvelle-Zélande, Australie pendant le conflit, comme par exemple le lapin congelé qui est assez consommé. Je ne sais pas si vous avez vu le film Capitaine Conan là, de Bertrand Tavernier où ils sont sur le front d'Orient à Salonique, ils ont des indigestions de lapins congelés d'Australie. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça montre comment est-ce que la Première Guerre mondiale en particulier, mais presque tous les conflits, c'est un moment aussi d'innovation alimentaire parce qu'il faut répondre à des problématiques nouvelles à une échelle de masse qui était assez inconnue jusqu'alors, puisque d'un coup, en fait, on n'est pas sur un conflit localisé, mais c'est 75 millions de soldats qu'il faut nourrir plusieurs fois par jour si on prend l'ensemble des soldats qui sont mobilisés et imaginez ce que ça représente en termes de famille à l'arrière qu'il faut nourrir pendant le conflit.
Et alors, je finirai avec un dernier exemple de proposition liée à l'alimentation pour économiser. Alors, cette fois-ci, c'est plutôt une proposition pour économiser le charbon, hein, puisqu'il faut tout économiser, en fait, pour l'alimentation, l'énergie, le charbon, les matières premières, essayer d'augmenter les durées de conservation. Et ça, c'est quelque chose qui est possible, par exemple, par l'utilisation de la marmite norvégienne. Hein, donc, c'est un mode de cuisson dit sans feu, c'est-à-dire que vous commencez sur votre poêle, votre poêle à charbon, votre cuisson de ragoût, et dès que vous arrivez à l'ébullition, en fait, vous enfermez dans un récipient à double paroi, alors qui peut être obtenu soit par du papier journal, soit par du foin. Vous fermez tout. Et ensuite, vous partez au travail, vous partez à l'usine, et quand vous revenez, en fait, la cuisson s'est achevée et le plat est encore chaud. Donc, il y a tout un tas de manuels de cuisine, comme celui que je vous ai mis un petit extrait à gauche, qui propose comment est-ce qu'on peut adapter ces recettes quotidiennes de soupe, de ragoût, de riz, de cuisson pour économiser le charbon, puisque vous n'avez pas besoin de mettre votre plat très longtemps sur le feu, et néanmoins avoir un repas chaud, alors même que à Paris, c'est beaucoup plus compliqué au sein des foyers de préparer les repas, parce que les enfants sont beaucoup livrés à eux-mêmes, parce que l'essentiel de la population est mobilisé dans les usines, dans les entreprises, dans les administrations pour travailler pour l'effort de guerre. Donc il y a cette idée qu'il faut accélérer autant que possible les choses et aussi économiser au maximum les matières premières et l'énergie qu'on rencontre dans ce type de proposition. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas nouveau en 1914, mais qui s'ancre dans les pratiques quotidiennes, dans les écoles. Il y a des projets scolaires des enfants autour des marmites norvégiennes. Elles sont utilisées dans les hôpitaux, dans les écoles aussi, parce qu'elles permettent de faire face à la restauration collective. Et alors, c'est des choses qui sont encore utilisées, hein, par exemple pour ceux qui font du camping. Et aujourd'hui, dans les logiques de développement durable, il y a un certain nombre de concepteurs, notamment de cuisine moderne, qui intègrent en fait des systèmes de type marmite norvégienne, hein, dans ces cuisines ultra-modernes en termes de développement, parce que c'est des choses qui sont aussi dans l'air du temps en termes de développement durable. Voilà. Alors, voilà, c'était un tour rapide, hein, des différents enjeux de l'alimentation à Paris, parce que vous voyez que ça brasse beaucoup de choses, des choses qui ont des résonances contemporaines, comme ces questions de développement. Hein. Moi, cette notion de développement durable, c'est quelque chose qui est évident pendant la Première Guerre mondiale, c'est économiser maintenant pour faire face à un conflit de longue durée, et qui font écho à des enjeux qu'on rencontre maintenant au quotidien, et qui font aussi évoluer, hein, les consommations. Quotidiennes. Alors, beaucoup de choses que je vous ai présentées là, c'est des solutions qui sont réutilisées pendant la crise des années 30 et aussi à une échelle beaucoup plus importante et aussi dans un contexte de tension alimentaire accrue pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais avec beaucoup plus de difficultés, hein, évidemment, à cause des logiques de pillage menées par l'ennemi dans les pays occupés comme la France. Voilà, je vous remercie. Avez-vous des questions ? Oui, bonjour. Merci pour votre intervention très intéressante. J'ai des petites questions que je vais faire très court. En ce qui concerne la solde des soldats, vous avez dit une solde d'1 franc par jour. Ils avaient des périodes de permission de combien de temps et sur combien de temps? Enfin, pour savoir, normalement, 1 franc par jour, s'ils sont au front pendant 2 mois, ça leur fait normalement une réserve pour passer quelques jours à Paris. Donc, c'est juste pour comprendre pour quelles raisons il y avait tellement de problèmes pour se nourrir. Deuxième petite question, la campagne d'affiches. En cas de guerre, normalement, est-ce que l'armée n'a pas une prévalence sur la société civile? Est-ce qu'il n'y a pas une réquisition officielle de la viande? Enfin, pour quelles raisons a-t-on besoin d'affiches? Et après, j'ai une troisième question sur la carte que vous nous avez montrée au tout début, qui est passionnante. Je voudrais savoir la différence, enfin la raison qui explique une famine en Allemagne et puis une situation différente en Autriche-Hongrie.
alors qu'ils sont à peu près dans la même situation de pays non colonisateurs. Donc, pour quelles raisons ouais. Alors, il y avait une différence de couleur. Je crois que l'Allemagne souffrait de famine, alors que l'Autriche-Hongrie... ouais. Qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué... oui, alors c'est quasi-famine. Ah oui, quasi-famine, pardon. Oui, d'accord. Mais pour quelle raison il y a une différence? Oui. Alors, en fait, c'est une carte que j'ai réalisée à partir des données et des études qui sont disponibles à l'heure actuelle. Après, c'est des choses qui ne sont pas forcément toujours évidentes à comparer. En Allemagne, en fait, la situation... En plus, ça dépend de la chronologie, parce que c'est vrai qu'en Allemagne, la situation, elle se détériore beaucoup en 1918-1919, parce que vous avez ce contexte révolutionnaire aussi qui est important. Alors, l'Autriche-Hongrie, c'est une situation un petit peu différente, parce que c'est plus étendu, et certaines régions, alors par exemple la région de Vienne, c'était massivement industrialisé, et donc avait abandonné des pans entiers de leur agriculture, alors que des régions qui correspondent plus à les régions hongroises restaient des régions de production en fait agricole importante. Donc en Autriche-Hongrie, le problème c'est pas un problème forcément de production, c'est de transfert en fait des productions de la partie on va dire hongroise vers la partie plus industrialisée du pays, ce qui explique que alors, la carte, elle est plutôt réalisée en tenant compte des impacts en fait et des éléments qu'on a à l'heure actuelle pour essayer de déterminer le nombre de personnes mortes de faim. Mais quelque part, elle est susceptible d'évoluer en fonction des études qui peuvent être réalisées dans le futur à propos de l'Autriche-Hongrie. Donc ça, c'est l'état actuel des connaissances en fait sur la question que je peux vous proposer. En fait, c'est à ça que ça correspond. Votre autre question à propos de la solde, la solde et dans quelle mesure, voilà, est-ce que les soldats avaient les moyens de faire suffisamment d'économies? Parce qu'en fait, c'est même pas tous les 2-3 mois qu'ils revenaient à Paris, c'est-à-dire qu'en gros, ils partaient en permission. Théoriquement, c'est un maximum de 3 fois par an, donc c'est-à-dire 3 fois une semaine par an. Donc effectivement, on a le temps de faire des économies. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a une partie, c'est très compliqué les histoires de soldes et soldes parce qu'il y a une partie qui peuvent toucher en argent, et une autre partie en fait qui capitalise sur une sorte de livret d'épargne, si vous voulez, qui peuvent toucher qu'une fois qu'ils sont démobilisés. Donc, ils n'ont pas accès à tout. Et la solde, par ailleurs, c'est pas tout ce qu'ils gagnent parce que vous pouvez avoir des primes en fonction de votre ancienneté, etc. Donc, c'est super compliqué. Alors, l'idée, c'est que quelles que soient les économies qu'ils pouvaient faire, de toute façon, il y a une partie qui dépense au front parce que quand ils sont au front, en fait, par exemple, ils vont être une semaine dans les tranchées, ensuite ils vont être en repos dans les cantonnements qu'on appelle l'arrière-front, où vous avez des villages et où là, ils vont pouvoir se procurer de la nourriture, parfois, et surtout du vin, en fait, c'est surtout ça qu'ils recherchent, auprès des civils qui sont présents sur place et qui vendent à prix d'or un litre de vin pour 2 francs, par exemple, quand c'est 5 francs. Et là, on est sur... Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de marché noir, en fait, au sens de la Seconde Guerre mondiale, c'est surtout... Enfin, il y a quand même du marché informel avec, si vous voulez, où c'est l'offre et la demande qui jouent, et ça, c'est à proximité du front. Ce qui fait que quand les soldats, ils reviennent à l'arrière, ils ont déjà dépensé une bonne partie en fait de leurs économies. Et ce qui joue quand ils reviennent à Paris, c'est surtout en fait l'espèce d'énorme contraste entre le soldat tel qu'il est montré dans la propagande, dominant, héroïque, si vous voulez, toute la hiérarchie sociale en France. Pendant la guerre, tout en haut de la pyramide, vous avez le soldat. Malheureusement pour lui, quand il revient à l'arrière, soudain, lui, ce qu'il découvre, c'est que du point de vue économique, il est pauvre. Et être pauvre, quand on voit les alliés aux terrasses des cafés chics, quand on voit les ouvriers des usines de guerre qui échappent au risque du conflit, qui ont été rapatriés dans les usines à partir de 1915-1916, qui peuvent se permettre, grâce à leur salaire, une augmentation massive du niveau de vie, étant donné les risques, et que par ailleurs, au bout d'une semaine, ils retournent au front, c'est d'une violence, mais énorme. Alors ça, c'est des choses sur lesquelles j'avais travaillé en travaillant sur les permissions, et effectivement, il y a tout ce rêve, cette espèce de fantasme d'en profiter en permission, d'aller s'en mettre plein la panse, et enfin, on va manger du rôti, et puis des frites, on va retourner dans les guinguettes, etc. Eh ben non, parce qu'à Paris, il y a la pénurie, et parce que la vie, elle est chère. Et on ne peut pas se le permettre. Et il y a un autre enjeu en fait qui joue, c'est que pour certains d'entre eux, il y a cette peur en fait du bouleversement des genres où les femmes occupent des postes pour certains auparavant réservés aux hommes.
et que quand ils reviennent en permission, certains qui étaient les chefs de famille, tout ce qui est entretenu en France par le Code civil, ben, ils se retrouvent dans la dépendance économique de leur femme. Et alors ça, quand au quotidien, vous êtes dans toutes les cultures de l'époque montrées comme voilà, les piliers de la nation, la force virile, etc., que vous n'êtes même pas capable d'assurer en fait vos propres besoins alimentaires, c'est des choses qui sont très difficiles à vivre en fait et qui vont beaucoup peser notamment dans tout l'esprit ancien combattant et tout ce débat sur la revalorisation des pensions anciens combattants dans les années 20 et 30. Hein, parce que cette question c'est pas juste de l'ordre du symbolique, c'est au quotidien. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on vit en fait quand on retourne, quand on est un paysan ou quand on est un soldat qui revient dans sa famille. Et alors vous aviez une autre question sur les... Oui. Alors, parce qu'il y a deux choses, en fait. En gros, il y a les restrictions qui sont organisées par l'État. Ça, c'est la carte de rationnement, c'est les prix qui sont maximum, c'est ce que vous évoquiez à travers la réquisition des produits de première nécessité. En gros, le contrôle du marché des denrées de première nécessité comme les céréales. Ça, c'est les réquisitions organisées par l'État. Et il y a d'autre part, en fait, ce qui est de l'ordre de l'incitation, où on incite les populations à faire en gros, de se restreindre volontairement. C'est-à-dire, il y a ce qui est légal, et il y a aussi comment est-ce que chacun à son échelle, c'est un peu comme les enfants qu'on incite de mettre de côté le petit centime qui va permettre les quêtes qui sont faites par les enfants, mais c'est un moyen de mobilisation en fait, des populations pour l'effort de guerre et qui est extrêmement efficace parce que, par exemple, ça veut dire que dans les écoles, au quotidien, on fait faire par les enfants des quêtes où on leur fait je sais pas, des quêtes qui vont servir à envoyer des colis, dons de nourriture aux prisonniers de guerre, aux blessés, aux combattants au front. Et on n'est plus sur une logique de mobilisation spontanée ou qu'on espère, enfin spontanée on va dire, il y a de la pression en fait, c'est une pression symbolique sur les populations de se restreindre volontairement pour participer chacun à l'effort de guerre, en fait. Mais le fait de manger moins de viande oui. aux civils, ça ne donne pas plus de viande aux soldats. Le soldat, il avait sa ration de viande par l'armée. Oui et non, parce que, c'est-à-dire, là, l'analyse qu'on fait, c'est parce qu'on se dit, ça a marché parce que les Alliés ont gagné la guerre. Sauf que, par exemple, en Allemagne, on est sur le modèle, en fait, dans les pays... Par exemple, en Allemagne, le choix qui est fait, c'est de ravitailler en priorité les armées, parce qu'il y a cette idée que c'est eux qui sont sur le terrain militaire et que... voilà. Et ce qui veut dire que les civils, ils mangent, ils prennent ce qui reste. Sauf que pour prendre ce qui reste, il faut encore qu'il y en ait. Et que... Alors, par exemple, il y a un symbole de ça qui est que en France, ou dans les pays alliés, ce sont les civils qui envoient des colis aux soldats, des colis de produits du terroir, l'agneau du grand-père, le petit gâteau, des œufs, un poulet cru. Ça circule entre eux. Les familles, elles envoient ça au front. En Allemagne, c'est l'inverse. C'est les soldats, en fait, qui se privent d'une partie de leur ration pour envoyer, en fait, des colis à leur famille. Et ça dit bien les dysfonctionnements qu'il y a en Allemagne. Alors, c'est pas pour ça qu'au bout d'un moment, ils n'auront plus rien à manger. Mais par exemple... Si vous regardez les chronologies de l'année 1918, souvent c'est difficile à comprendre. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au printemps 18, les Allemands, ils sont dans une logique d'offensive. On a l'impression qu'ils n'arrêtent pas d'avancer sur le terrain. C'est victoire sur victoire. Et crac, juillet-août 18, ça se renverse. Mais ça se renverse aussi parce que, je ne dis pas que c'est le seul facteur du tout, mais c'est parce que l'Allemagne, elle n'est pas capable de soutenir, en fait, les implications d'une telle avancée de la guerre en fait à cette échelle-là. Et ce qui se passe par exemple, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée des troupes vers Paris à l'été 18, les soldats, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'obéissent pas aux ordres parce qu'ils vont chercher de la nourriture, parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Donc en gros, c'est une situation de chaos généralisé en Allemagne qui a été entraînée par des choix, en fait, qui sont des choix politiques qui ont été faits en Allemagne, parce qu'on est aussi sur une situation, c'est un empire, l'Allemagne. Donc la population, c'est des sujets. Et en France, on est sur... Et dans les démocraties, c'est pas du tout le même rapport politique à des gens qui sont avant tout perçus comme des citoyens, parce qu'il y a des logiques électorales, il y a ce qu'on doit aux citoyens en France avec l'équilibre des droits et des devoirs. Et on ne peut pas se permettre d'affamer un citoyen parce que, certes, le soldat risque sa vie, mais en échange, on lui doit des soins s'il est blessé, on lui doit une ration minimum pour son quotidien de survie. En fait, c'est des choses qui sont évidemment plus complexes que ce que j'ai pu expliquer ici. Ah bon, d'accord.
Oui, bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure des conditions alimentaires des prisonniers français en Allemagne, et je voulais donc avoir en quelque sorte la réciprocité, à savoir quelles étaient les conditions alimentaires des prisonniers allemands en France. Y avait-il éventuellement des accords tacites entre belligérants afin que tous les prisonniers soient nourris correctement, ou alors y avait-il, à l'inverse des civils, des restrictions alimentaires à destination de ces prisonniers allemands? Merci. Alors, les règles du droit international, hein, telles qu'elles existent en 14, c'est-à-dire issues des conventions de Genève, de La Haye, effectivement, ce principe de réciprocité, il est important parce que ça veut dire que vos prisonniers de guerre, les blessés, etc., ont droit à un traitement dont vous espérez que l'ennemi va réserver le même à vos propres ressortissants. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le traitement des prisonniers de guerre, il est aussi le reflet de l'état de la pénurie, puisque, comme je le disais tout à l'heure, hein, dans les camps de prisonniers allemands, à un moment, il est difficile de servir autre chose aux prisonniers que de la soupe claire à la betterave, parce qu'il y a il y a plus de produits disponibles. Ça, c'est assez tard pendant le conflit, mais effectivement, il y a une situation alimentaire qui est très difficile dans les camps de prisonniers en Allemagne. Alors, dans les camps de prisonniers en France, la situation, elle est meilleure, aussi parce que la situation alimentaire globale, elle est meilleure en France, mais aussi parce qu'il y a aussi toute une volonté de mettre en scène les bons traitements réservés aux prisonniers de guerre allemands. Vous avez peut-être vu ces photographies, on voit les soldats français leur offrir du pain, on voit l'arrivée d'un quartier de viande dans un camp de prisonniers. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans les camps de prisonniers allemands en France, il n'y a pas eu matière à priver les prisonniers massivement de nourriture parce que par ailleurs, en fait, le ravitaillement global était plutôt bien organisé. Hein, donc l'idée, c'est que ça se lit comme ça. Comme il n'y avait pas de volonté politique d'affamement comme des choses qui ont pu exister pendant la Seconde Guerre mondiale, on va dire le schéma global, il est assez différent. Vous aviez une autre question peut-être? Non, c'était juste ça, d'accord. Oui, un grand merci pour toutes ces informations. Moi, j'ai eu 2 grands-pères qui ont fait donc les guerres et donc dans les tranchées, et ça dépendait effectivement aussi au niveau approvisionnement, l'endroit où ils étaient, parce que c'était des hivers très rudes, beaucoup de neige et tout, et donc il y a eu beaucoup de problèmes de circulation au niveau du ravitaillement. Et en fonction de l'endroit où ils étaient, ils mangeaient quand même pas tous les jours totalement à leur faim. Et c'est vrai que beaucoup, dès qu'ils étaient en permission à l'arrière, dirons-nous, juste pendant quelques jours, bah, effectivement, ils essayaient de se nourrir et s'approvisionner. Vous ne nous avez pas parlé comme quoi il y avait aussi des nouveaux produits comme le topinambour, le maïs. Enfin, il y a eu un certain nombre de plantations d'aliments rapides qui ont été réorganisés. Et je ne me rends pas compte, au point de vue quantité, si ça avait aidé, dirons-nous, à supplanter la pénurie des légumes verts, on va dire. Alors, oui, c'est le cas, c'est-à-dire les légumes, on va dire, de longue conservation, type pommes de terre, voilà, ça, c'est des choses qui sont beaucoup développées parce qu'il y a des enjeux à la fois en termes de croissance et aussi de conservation derrière. Alors, ce que vous évoquez par le biais des topinambours, en fait, c'est plutôt enfin, on va dire les raves et ce genre de choses, navets et tout. C'est plutôt, en France, associé à la Seconde Guerre mondiale, où il y a vraiment cette idée que la pénurie, elle est passée par manger des choses qui n'étaient pas bonnes pour la digestion, qui faisaient mal au ventre, etc., pas forcément très nutritive. À l'inverse, ça s'est beaucoup développé en Allemagne. Enfin, disons que c'est ce sur quoi l'alimentation des Allemands reposait, au point que le premier hiver où la pénurie est massive en Allemagne, c'est l'hiver 1916-1917, en grosso modo décembre 16, février 17. Et en Allemagne, encore aujourd'hui, il a le nom de l'hiver des navets. En allemand. Donc ça c'est vraiment marquant. Par contre, ce que vous évoquiez alors à propos du maïs et d'autres types de production, donc ça c'est très vrai dans le sens où une partie des nouvelles productions qui se développent en France et aussi dans d'autres pays occupés comme la Belgique, c'est un certain nombre de produits qui arrivent par le biais de l'aide américaine ou des importations américaines qui profitent. On parle beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée des produits américains, le Coca-Cola, le plan Marshall, etc. Mais une des raisons pour lesquelles les États-Unis entrent en guerre aux côtés des Alliés en 17, c'est parce qu'ils fournissent déjà
massivement les Alliés en nombre de produits, alors qui ne sont pas du tout que de l'alimentation, hein, mais en munitions de toutes sortes. Et parmi les produits en fait, qui sont effectivement, qui se répandent en France pendant la guerre, je parlais de la Belgique parce que l'aide alimentaire américaine est mise en place aussi en Belgique. Vous avez des produits comme le maïs, des produits qui arrivent des fois à moitié transformés sous forme de julienne de légumes lyophilisés, des haricots rouges. Donc, quand ils les reçoivent sans mode d'emploi, ils se demandent bien si ça se cuisine comme les haricots de Soissons ou comment est-ce qu'on fait pour faire ce genre de produit. Après, vous avez aussi d'autres produits. J'en ai peu parlé ici parce que, alors à Paris, c'est pas forcément les lieux d'échange particuliers de ça, mais par le biais de la présence américaine en 1918, dans certaines régions comme les ports de l'ouest de la France, Saint-Nazaire, en Touraine, autour de Brest aussi, il y a des énormes camps américains qui ont des contacts avec la population, notamment les enfants. Alors les rations américaines, elles sont le reflet de l'abondance productive des États-Unis et elles sont bien plus abondantes que ce qu'ils peuvent consommer. Il y a énormément de produits sucrés, etc., qui du coup, ils échangent avec la population, où voilà, il y a des échanges, il y a des phénomènes de revente qui font que vous avez un certain nombre de produits qui circulent, alors à la fois pour faire face à la pénurie, mais aussi il y a le petit plus voilà, des produits qu'on ne connaissait pas avant 1914 et bien avant cette diffusion du Coca-Cola ou d'autres produits qui sont associés à la Seconde Guerre mondiale. Merci pour votre exposé très intéressant. Je veux juste rester sur cette carte des famines. Vous parlez de l'aide alimentaire américaine autorisée par les Allemands. Alors pour 9 millions de personnes, donc la Belgique était entièrement occupée, je crois pour moi, oui. Et puis le nord de la France. Mais il y a eu un marchandage. Quel était leur intérêt? Parce que leur intérêt, c'était plutôt d'affamer les gens dans les zones occupées. Alors, donc, en vertu des traités internationaux, en fait, les Allemands sont censés assurer, enfin, ou permettre à la population de s'alimenter. Le problème, c'est que dans l'équation, il y a le blocus allié. Et le blocus des Alliés, il cible prioritairement l'Allemagne, sauf que il y a certaines régions qui sont occupées par l'Allemagne, qui sont la Belgique et le nord de la France. Et dans ces pays-là, les populations alliées occupées sont victimes du blocus mené par leur propre camp. Et donc dans l'équation, dans le rapport de force, en fait, quand il y a des discussions pour la mise en place de l'aide alimentaire, en fait, les Allemands autorisent l'arrivée en fait et la distribution donc dans les ports. Enfin, via les Pays-Bas et aussi en diffusion en Belgique, de produits par l'aide alimentaire, sous réserve qu'elles ne soient pas détournées par les Allemands. C'est des problématiques qui sont très très complexes. Il y a un petit livre sur la question de Stéphane Lambré sur le ravitaillement en fait dans le nord occupé qui est très intéressant et qui montre comment est-ce que c'est très complexe parce qu'il faut s'assurer qu'une partie ne va pas être détournée par les Allemands et quand même de permettre à cette population de survivre, alors même que il y a le risque en fait que les réquisitions menées par les Allemands privent aussi la population d'une partie de ce qui est nécessaire à leur survie. Donc les Alliés font ce choix de l'aide alimentaire et donc effectivement il y a énormément de tractations, de négociations pour encadrer cette distribution et qu'elle profite véritablement à la population. On peut dire que dans ces régions occupées, elles ont véritablement permis à la population de se trouver au-dessus du seuil de survie. Une dernière question. Oui, bonjour madame, merci pour votre explication. J'ai une question qui rejoint un peu ce qu'a dit le monsieur avant. J'ai ma grand-mère, je me souviens, elle me racontait qu'elle avait beaucoup plus souffert de la faim pendant la Première Guerre mondiale où elle se trouvait dans la ville de Stenay, donc occupée par les Allemands pendant toute la Première Guerre mondiale, que pendant l'occupation de la Seconde Guerre mondiale où elle se trouvait à Paris. Est-ce que vous avez pu avoir de votre côté, enfin dans vos études, faire des constatations comparer un peu ces deux situations? Alors, sur les villes en particulier, Stenay, non, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que moi, ce que je vous montre là, c'est des choses qui sont assez globales, finalement, comme cette carte, où on voit que, et au final, la diversité des situations locales, elle est extrême, notamment parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, où vous êtes dans des logiques
de pénurie extrême. La capacité à trouver en fait des solutions pour se ravitailler, elle dépend de plein de choses. Elle dépend de si vous avez de la famille à la campagne. Elle dépend si vous avez de l'argent, c'est plus facile de s'en procurer. Si vous êtes bien avec le voisin qui a un élevage de lapins, et ben ça va être plus facile pour vous. Et donc il y a beaucoup en fait de paramètres qui interviennent. Alors même que dans certaines villes occupées comme par exemple Stenay, tout dépend aussi de l'intérêt en fait de la puissance occupante qui pouvait avoir intérêt au niveau local, de ne pas affamer ou de maintenir un niveau de ravitaillement suffisant de la population pour éviter aussi les révoltes. C'est un moyen de contrôle des populations aussi. Hein. L'alimentation, c'est quelque chose qui est utilisé. Quand je vous montre les photos des tirailleurs sénégalais ou des musulmans qui ont un régime alimentaire qui est adapté à leur confession, c'est aussi parce que c'est un outil de discipline pour l'armée et que ça leur permet de maintenir un recrutement qui est sur la base du volontariat, alors que pour l'armée française, c'est de la conscription obligatoire. Donc même si on leur donne des conserves avariées, bon, bah, si vous voulez, il peut se passer un certain temps avant qu'ils se révoltent. En réalité, bon, voilà, en 1917, par exemple, un des facteurs des mutineries, c'est aussi des récriminations sur l'alimentation. Mais en fait, c'est un équilibre subtil. On peut dire qu'il y a un rapport de force qui se noue autour de l'alimentation, comme sur d'autres produits. Mais là, comme il y a un enjeu vital derrière, ça cristallise beaucoup de choses, en fait, ce qu'on voit à travers l'exemple que vous évoquez. Merci beaucoup, Emmanuelle Cronier. Merci à tous. Et on se voit la semaine prochaine, donc.